Alors, bonjour. Bonjour. Nous sommes avec Madame Nathalie Akon, directrice genre de la Société financière internationale. Alors, Madame Akon, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs et nous expliquer brièvement les raisons de votre présence à Dakar, ainsi que les principaux défis des entrepreneurs sénégalais? Alors, mon nom est Nathalie Kwasi Akon et je suis directrice monde du genre et de l'inclusion économique à la Société financière internationale, donc SFI. SFI qui est la plateforme qui engage avec le secteur privé au sein du groupe Banque mondiale. Je suis à Dakar parce que Dakar regorge de femmes entrepreneurs, créatives, résilientes, et nous pensons que nous voulons comprendre comment est-ce que nous pouvons mieux les supporter et les aider à atteindre leur plein potentiel. Pourquoi est-ce qu'il faut faire cela et pourquoi c'est important pour nous? La réalité, c'est que les femmes, comme les jeunes, sont des vecteurs de productivité de nos économies qui sont inexploités, ignorés. Et c'est une vraie perte d'opportunité. Il est estimé aujourd'hui que atteindre la parité de genre en termes de participation dans des activités productives pourrait augmenter le produit brut de nos économies au niveau mondial de plus de 20%. Donc, ne pas inclure les femmes et ne pas participer à leur développement économique, c'est comme conduire un avion qui a 2 moteurs en n'utilisant qu'un seul moteur. On arrive à destination, mais on y arrive beaucoup plus lentement. Donc, dans ce cadre, ce travail est important pour nous et important pour la SFI. Ces femmes créent des emplois, ces femmes participent à l'économie, elles paient des impôts et donc il faut les aider. Les défis que rencontrent les femmes, et je parle surtout des femmes entrepreneurs, sont connus. Et ce sont les mêmes depuis des années. C'est un défi d'accès au financement, le premier. C'est un défi d'accès à un réseau d'investisseurs, mais aussi réseau d'acheteurs pour leurs produits et leurs services. Mais c'est aussi des barrières culturelles qui sont là, qui persistent. Et sur lesquels il faut vraiment porter de l'attention et créer un travail, faire un travail d'éducation avec notre moitié, les hommes, mais aussi avec les femmes aussi, qui souvent s'imposent des limitations, nos mères, nos tantes, pour vraiment permettre à la femme entrepreneur de pouvoir atteindre son plein potentiel. Alors, comment la Société financière internationale collabore-t-elle avec les partenaires financiers pour améliorer l'accès au capital pour les femmes et quels sont les exemples de programmes réussis ou les actions concrètes à mettre en place pour renforcer leur impact? D'accord. Alors moi, pourquoi il est important de faciliter l'accès au financement des femmes? Et là, je parle vraiment aux institutions financières, qui sont les premières allocateurs de capitaux. Et j'aime rapporter l'exemple d'une industrie, la microfinance. La microfinance est une industrie qui a commencé très tard. Les premiers débuts étaient dans les années 70, mais la vraie explosion de la microfinance telle qu'on la connaît aujourd'hui n'a commencé que vraiment dans les années 90. Et pourquoi la microfinance a explosé? C'est qu'à un moment, certaines personnes se sont rendues compte qu'il y avait une part du marché, une part de leur clientèle qui avait été ignorée. Cette réalisation leur a permis à la microfinance d'exploser. C'est une industrie aujourd'hui qui contribue énormément dans l'inclusion financière, mais c'est une industrie qui génère aussi beaucoup de revenus. Donc pour moi, le parallèle est le même. Les banques et les institutions financières qui aujourd'hui excluent les femmes entrepreneurs ou ne les ciblent pas de manière plus particulière avec les produits appropriés, avec les canaux
de commercialisation appropriée passent à côté du mine potentiel et de l'opportunité d'augmenter leurs revenus. Ça, c'est la première chose que je veux dire aux institutions financières. Et beaucoup l'ont compris. Beaucoup l'ont compris. On voit de plus en plus des institutions financières qui y participent. La deuxième raison, c'est que nos études au niveau de la SFI nous le montrent de manière récurrente, c'est que les entreprises qui arrivent à atteindre un certain niveau de diversité en termes de genre ont des rentabilités plus élevées que les entreprises qui ne le font pas. Ce sont des entreprises qui sont plus créatives, et c'est normal. Deux genres, c'est toujours plus créatif qu'un seul genre. Ce sont des entreprises qui maîtrisent et qui gèrent mieux leurs risques. Et ce sont des entreprises donc qui ont des produits et services qui touchent une population plus large. Donc de ce fait, meilleure productivité. La dernière chose que je vais dire, c'est que, et les études le montrent encore, les femmes sont de meilleurs emprunteurs, leurs comportements en termes de remboursement sont meilleurs. Donc un risque qui est perçu plus élevé, mais en réalité, un risque qui est moindre. Les femmes sont des clients plus fidèles dans la durée. Tous les établissements financiers avec lesquels on travaille en parlent. Mais les femmes aussi sont des meilleurs saving, donc constituent de plus en plus d'épargne aussi quand elles sont clients des institutions financières. Donc encore, les arguments sont nombreux et la question c'est pourquoi les choses n'avancent pas. Comment la Société financière internationale collabore-t-elle avec les partenaires financiers pour améliorer l'accès au capital pour les femmes et quels sont les exemples de programmes réussis ou les actions concrètes à mettre en place pour renforcer leur impact? Alors, comment aux assemblées, les dernières assemblées annuelles à Washington, notre président, le président de la banque, du groupe Banque mondiale, a pris un engagement public. Et cet engagement a été que d'ici 2030, le groupe Banque mondiale s'engage à allouer des capitaux à 80 millions de femmes. Un engagement important. Comment concrètement cela se traduit? La SFI supporte les entrepreneurs de façon générale et les femmes en plus en particulier de deux façons. Soit en direct, soit en indirect. En direct, nous identifions donc des entreprises qui sont prêtes à recevoir donc des financements pour continuer à développer leurs activités et nous intervenons avec un capital qui généralement dérisque ces entreprises et permettent à d'autres investisseurs de nous suivre. Pour les entreprises de plus petite taille, nous intervenions à travers des intermédiaires financiers, des banques, mais aussi des microfinances. Et la façon dont nous travaillons avec ces banques et ces microfinances, nous leur apportons notre garantie, donc qui permet d'aller dans un secteur qui est perçu comme étant plus risqué, mais nous leur apportons aussi de l'assistance, du conseil et des capacités pour les aider à définir une offre produit qui est plus adaptée aux besoins de la femme, pour leur permettre aussi de mettre en place des guichets au sein de leurs institutions pour servir plus particulièrement les femmes. La troisième chose qui est importante, c'est que les femmes ont besoin d'accès en financement aussi bien en termes de dette que en termes de equity, capital. Donc, de ce point de vue-là, nous travaillons aussi avec des fund managers, donc des gestionnaires de fonds. Et le travail que l'on fait avec ces gestionnaires de fonds, c'est un travail de sensibilisation au biais qu'ils peuvent avoir, parce que les études montrent que souvent, dans l'évaluation d'un dossier de financement qui est porté par une femme entrepreneur, l'approche est de regarder plus les risques que les opportunités. L'approche est de généralement réduire la taille des financements qui sont alloués
comparément à des hommes entrepreneurs. Donc, s'assurer que tous ces bias sont levés. Donc, nous avons plusieurs programmes dans ce sens. Nous avons l'un des derniers programmes qu'on a lancé, par exemple, qui a soutenu 400 startups en Afrique, qui s'appelle She Wins Africa. À travers ce programme, nous avons soutenu, par exemple, deux entrepreneurs sénégalaises, dont nous sommes très fiers, en leur apportant aussi de l'assistance technique, les préparant à mettre en place, à monter des dossiers d'investisseurs, les mettant en contact avec des investisseurs et en espérant donc qu'elles puissent éclore et réaliser leur potentiel. Pourquoi les banques sont-elles réticentes pour accorder des financements aux femmes entrepreneurs et quelle incitation pourrait les encourager à améliorer leur offre de capital pour elles? Alors l'incitation, je pense que j'en ai parlé un peu et j'y ai répondu dans la question précédente. C'est là tout simplement le potentiel de taper dans une base de clientèle qui malheureusement ils ignorent, mais qui pourrait devenir très rentable pour leurs activités. Et c'est la réalité. Toutes les banques qui l'ont fait, qui ont pris le pari de le faire, sont toujours surpris du faible taux de défaut en termes de remboursement, sont toujours surprises du fait que ces femmes sont des clients fidèles qui remboursent et qui restent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tout le développement technologie et normalement l'avènement de AI est une opportunité formidable parce qu'avec AI, on est capable de codifier le comportement des femmes en tant que clients et donc de faire plus. Donc pour moi, l'argument de pourquoi est assez clair. Maintenant, l'argument de comment le faire. Et je partage l'expérience des banques qui réussissent à le faire de manière avec succès, à targeter cette cible. La première chose, c'est que ces banques-là reconnaissent que il est important de créer un pipeline de femmes. Parce que de manière, bien qu'une femme sur 3 en Afrique soit entrepreneur, ce qui est un chiffre énorme, la plupart d'entre elles sont dans un niveau, sont des micro-entrepreneurs, donc, et n'ont pas encore atteint le niveau qui leur permet de réaliser des revenus récurrents pour rembourser un prêt. Moi, je les appelle les invisibles du point de vue des institutions financières. Donc, le premier travail, c'est de renforcer la capacité de ces femmes-là. Aller les chercher où elles sont, renforcer leur capacité pour qu'il y ait un pipeline qui soit adressable par les institutions financières. Ceux qui font ce travail, c'est l'État. Au Sénégal, il y a un nombre d'institutions d'État qui aident l'entrepreneuriat, beaucoup plus qu'ailleurs, d'ailleurs, donc il faut le reconnaître, ou les fondations et tout autre partenaire de développement. Nous, comme je l'ai dit, quand on travaille avec l'institution financière, ça va être le de-risking, etc. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que les femmes ont besoin d'accéder à un marché. Elles sont encore, et parce que je le dis toujours, si une femme a accès à des capitaux, mais n'a pas accès à un marché pour vendre ses biens et ses services, alors l'entreprise ne pourra pas croître. Et on la maintient dans ce niveau de micro-entrepreneur. Malheureusement, les études le montrent encore que les femmes ne sont pas privilégiées quand il s'agit des marchés d'État, quand il s'agit des marchés des grosses entreprises, etc. Donc, il faut aussi accompagner ces femmes à la préparation pour être prêtes, mais il faut aussi travailler avec l'État et travailler avec les grosses entreprises pour s'assurer qu'elles aussi fassent attention, définissent, mettent en place des objectifs en termes de vente, d'allocation de marché à ces femmes entrepreneurs. Donc, travailler des deux côtés de la chaîne. Et SFI fait ce travail. Nous l'avons fait dernièrement au Kenya, où nous avons travaillé avec 50 entreprises du pays pour pouvoir mettre en place des policies et des réglementations qui les obligent et qui les contraignent à vendre à des femmes entrepreneurs. Et cela s'est traduit dans l'attribution de 100 contrats
à des femmes entrepreneurs. Donc c'est des pilotes comme ça qu'il faut qu'on puisse répliquer dans différents pays, et c'est ce à quoi on s'attelle. Alors, comment les politiques publiques peuvent-elles favoriser ce changement et quels seraient les 3 leviers pour améliorer significativement l'accès au financement des femmes entrepreneurs dans les prochaines années? Alors, une des conclusions de ma visite au Sénégal, c'est que le cadre, non seulement réglementaire, mais le cadre, l'écosystème des agences de promotion des PME est très bien établi dans ce pays. Donc, il y a un fondament, des fondamentaux sur lesquels on peut s'appuyer pour vraiment amener le secteur privé à jouer sa part. J'ai eu l'occasion de visiter certaines de ces agences. Elles sont en place. Elles ont des procédés, des mécanismes bien établis et elles ont des résultats. Aujourd'hui, il faudrait qu'elles représentent donc le vivier auquel les institutions, et que les institutions financières et les banques privées puissent collaborer donc avec ces agences gouvernementales pour pouvoir, qu'ils représentent un vivier d'entrepreneurs que eux ensuite puissent financer. En termes de cadre réglementaire aussi, le Sénégal, je ne sais pas si vous le savez, mais est un des rares pays à avoir une loi de la start-up. Il a été un des premiers pays à l'avoir. Donc, le maillage aussi et le cadre réglementaire est en place. Ce que nous constatons cependant, c'est qu'il y a beaucoup de ces lois qui ne sont pas implémentées. Donc, bien sûr, il faut continuer et supporter donc avec tout ce qui est éducation dans ce sens pour la mise en place de ces lois, mais aussi contrôle et sanctions. Parce que beaucoup de lois, c'est généralement les leviers qui sont nécessaires pour la mise en place et le renforcement des lois. Le troisième plan que je vais mettre, c'est que pour moi, l'État a son rôle à jouer, mais le secteur privé a son rôle à jouer. Les établissements financiers ont leur rôle à jouer. Et aujourd'hui, ceux qui l'ont compris commencent à se détacher du lot. Et nous, institutions de la SFI, nous voulons travailler avec ceux qui l'ont compris et les supporter avec de plus en plus de ressources pour qu'elles puissent aller plus vite et le faire encore mieux. Parce que malheureusement, on entend beaucoup de femmes entrepreneurs qui nous disent « je n'ai toujours pas accès au capital ». Ça fait 10 ans que j'ai mon entreprise, ça fait 20 ans que j'ai mon entreprise. J'ai des commandes et à chaque fois, je suis encore obligée de le faire sur mes fonds propres. Je n'arrive pas à avoir accès au financement des banques. Et c'est pas normal. Et ça nécessite un travail donc coordonné entre le secteur privé, le secteur public, mais aussi les organes de développement que nous sommes. Nous avons une responsabilité pour faire avancer les choses. Et plus que jamais, le monde a besoin de ça, parce que, comme je dis, si on veut continuer à conduire un avion avec un seul moteur, on y arrivera un jour, mais on y arrivera très très lentement. Alors, ma dernière question, la Société financière internationale est une société d'investissement. Et qui parle d'investissement parle de retour sur investissement. Et par ailleurs, la SFI veut de l'impact. Ces deux volets ne sont-elles pas antinomiques? Pas du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour moi, le développement n'est atteint. Imaginez un enfant. Quand on élève un enfant, on l'élève pour qu'un enfant, à un moment, il marche tout seul. D'accord? Au début, on l'aide. Et puis, au fur et à mesure des années, on lâche prise, jusqu'à ce qu'il devienne complètement indépendant. Et c'est la condition pour que cet enfant, lui aussi, puisse demain devenir parent et faire des enfants. Donc, dans toute économie, il faut ce niveau d'assistance intensif au départ, qui est l'impact, qui va être l'instrument de don, sans attente de retour. Mais à un moment, on veut que l'enfant, lui aussi, puisse éduquer d'autres enfants et redonner aussi, générer des revenus qui vont lui permettre de pouvoir s'occuper même de ses parents.
Si le groupe Banque mondiale, qui n'a pas de ressources infinies, ne s'assure pas qu'il y a un retour, donc des flux de revenus qui sont générés de manière régulièrement, mais à un moment, la machine va s'arrêter. Donc, cependant, les exigences en termes de revenus les exigences qu'on demande en termes de revenus à une grosse entreprise qui génère des milliers de revenus, parce qu'on en a dans notre portefeuille, ne seront jamais les mêmes que celles qu'on demande à une petite PME qui commence et qui a. Donc, c'est une approche portefeuille qui nous permet de pouvoir continuer à faire notre travail mieux et de plus en plus, mais c'est nécessaire même pour la santé d'une économie. Madame Akon, je vais à présent vous laisser nous donner le mot de la fin. Pour moi, le mot de la fin, c'est que je repars de Dakar vraiment pleine d'espoir. Pleine d'espoir parce que j'ai rencontré des femmes entrepreneurs, porteuses de projets de qualité, des femmes qui connaissent leur secteur, des femmes qui ont eu l'expérience de succès, mais aussi de difficultés, qui savent ce qui marche, qui savent ce qui ne marche pas. Et ils sont prêts à vraiment passer à la victoire supérieure. Donc pour moi, c'est le premier constat. Le vivier est là, le vivier est prêt. Le deuxième élément d'espoir, c'est que j'ai rencontré un écosystème d'acteurs qui eux aussi commencent à réaliser la chose. Ça fait 20 ans et même 30 ans que je travaille plus ou moins dans le domaine financier et de développement et je n'ai jamais eu autant de conversations autour de la PME et spécialement de la PME féminine. Donc, donc pour moi, c'est un deuxième élément d'espoir et d'autant plus qu'il y a un certain nombre d'organismes publics qui aussi sont prêts pour aller dans ce sens-là. Le troisième élément d'espoir pour moi, c'est que nous-mêmes, le groupe Banque mondiale, on est plus que jamais déterminés à accélérer notre travail dans ce secteur-là. Et donc, le vivier est là, les acteurs et les partenaires avec lesquels on va travailler sont prêts. La détermination et la volonté a été affichée publiquement en disant que nous allons supporter 80 millions de femmes avec de l'accès au capital d'ici 2030. Donc, je repars avec beaucoup d'espoir et je repars vraiment avec beaucoup d'enthousiasme sur ce qu'on va pouvoir faire au Sénégal. Merci à vous.